Lorsque le pape François écrit une lettre encyclique à l'intention de tous ceux qui habitent la planète, évidemment, il y a certaines préoccupations qui vont être relevées qui touchent plus certains pays, certaines régions du monde que d'autres. Au Canada, il y a très peu d'îles qui sont de bas niveau, qui seraient menacées par l'élévation du niveau de la mer. Ce n'est pas une préoccupation canadienne. La vaste majorité du Canada se retrouve dans un climat qui est plutôt humide. Il y a les prairies qui sont un peu plus sèches, mais quand même, avec les changements climatiques, il n'y a pas vraiment une peur de sécheresse. Il y a les Rocheuses qui sont montagneuses, mais on n'a pas plein de montagnes, puis certainement pas aussi élevées que plein d'autres endroits à travers le monde avec des montagnes beaucoup plus élevées. On a un climat plus froid, alors que d'autres à travers le monde peuvent vivre un climat tropical. Donc, bref, ce que j'essaie de dire, c'est que l'encyclique essaie de ratisser très large, avec plusieurs contextes sociaux, géopolitiques, géographiques. Mais j'ai trouvé 4 préoccupations qui touchent plus les Canadiens. Et ce sont des préoccupations que j'entends dans les groupes écologistes au Canada. Donc, je trouvais ça intéressant de les relever. Bon, si vous écoutez ma vidéo, vous n'êtes pas du Canada, il y a plusieurs de ces préoccupations-là qui ressemblent à ce qui se passe dans le monde occidental aussi. Donc, plongeons, regardons ça. La première, première préoccupation, le pétrole, le gaz. Nous savons que la technologie reposant sur des combustibles fossiles très polluants, surtout le charbon, mais aussi le pétrole et, dans une moindre mesure, le gaz, a besoin d'être remplacé progressivement et sans retard. Oh là là! Paragraphe 165, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Hein? Ça a besoin d'être remplacé sans retard, rapidement. Bon, pourquoi c'est si important? Parce que tous les groupes écologistes insistent là-dessus. Je vous raconte une anecdote. En 2015, au mois d'avril, il y a eu un colloque des Églises vertes qui s'est fait à la ville de Québec. Et puis, il y avait des chefs religieux de différentes confessions. Et j'ai demandé à un ami écologiste de m'écrire une déclaration commune, une déclaration à teneur écologique avec des aspects de spiritualité dedans, voir si des chefs religieux de différentes confessions chrétiennes pouvaient tous y adhérer. Et il y avait une mention dans une des paragraphes sur amorcer une transition énergétique rapide, et notamment, on pointait spécifiquement les sables bitumineux. Donc, pas de construction d'un oléoduc qui allait traverser le pays. Et puis bon, c'était une position claire sur cette question-là. Et c'était même pas à l'intention de donner ce document-là à un gouvernement, c'était juste de dire, les chefs religieux, on s'entend sur quoi? Et là, tous les chefs religieux, sauf un, ont tout accepté dans la lettre, mais un chef religieux a vraiment dit, non, je ne peux pas me compromettre, je ne peux pas signer ça, cette question d'être contre l'oléoduc, d'être contre la production de pétrole. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Et ça, c'était en avril 2015. Ce chef religieux catholique, justement, était mal à l'aise avec ça. On a trouvé une autre formulation qui plaisait à tout le monde. Et puis, ça a continué comme ça. Eh bien, c'est assez intéressant que avril, mai, juin, juste 2 mois plus tard, dans l'encyclique Laudato Si, là, c'était écrit clairement qu'il fallait s'éloigner du pétrole, du gaz naturel, du charbon. Et puis ça implique le fait que, évidemment, au Canada, il fallait arrêter la production d'un oléoduc. Bon.
Voilà, c'est une petite parenthèse, mais ça montre justement l'importance de ce passage-là. C'était pas évident. Encore une fois, il y a des régions du monde, des diocèses qui reçoivent du financement directement des pétrolières, ou bien leurs fidèles dans le diocèse travaillent tous et toutes directement ou indirectement à la production de pétrole. Donc ça devient excessivement difficile d'essayer de concilier les deux. Deuxième préoccupation canadienne, les mines. Voici ce qui est écrit. Il y a en effet une vraie dette écologique, particulièrement entre le Nord et le Sud, liée à des déséquilibres commerciaux, avec des conséquences dans le domaine écologique et liée aussi à l'utilisation disproportionnée des ressources naturelles, historiquement pratiquée par certains pays. On retrouve ça dans le paragraphe 51. Il y a plusieurs endroits à travers le monde où les compagnies minières qui se présentent, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique, eh bien, c'est des compagnies dont le siège social se retrouve au Canada. Pourquoi? Bien, parce que le Canada a écrit ses lois minières dans les années 1850 et elles ont très peu changé depuis ce temps-là. C'est une pensée très coloniale. On arrive en quelque part, on exploite le minerai, puis la nature va pouvoir gérer le reste. Le Canada est un vaste pays, un vaste territoire, où certaines pratiques minières encore aujourd'hui sont faites avec peu de conséquences sur certaines populations, qui se trouvent très loin. Donc, les lois n'ont pas tellement changé, et lorsque les compagnies minières vont ailleurs, ben, n'ont pas beaucoup de lois à respecter de leur pays d'origine, et souvent vont pas se faire réprimander par les gouvernements locaux non plus. Par contre, ben, il va y avoir un impact réel de rejet qui rend les populations malades et pourtant très peu de retombées économiques positives pour les gens de cette région du monde. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que constamment, on vole les ressources dans le sud et ça profite aux gens du nord. Et ça, c'est en train de créer une dette écologique. Le nord est vastement enrichi, mais maintenant, il a une dette parce qu'il a volé les ressources venant du sud. Je peux remercier au passage l'organisme Développement et Paix, qui est une branche de Caritas au Canada, qui a pris quelques années pour sensibiliser les fidèles à cette réalité-là. Donc j'espère que les lois canadiennes pourront s'améliorer et que les compagnies minières pourront être plus responsables dans leur exploitation des ressources. Les Premières Nations, ou comme c'est écrit dans l'encyclique, les Aborigènes, par des indigènes aussi parfois, mais au Canada, on les appelle les Premières Nations. Et voici ce que le pape dit. Les communautés aborigènes doivent devenir les principaux interlocuteurs, surtout lorsqu'on développe les grands projets qui affectent leurs espaces. Donc, pourquoi ce passage-là est si important? Eh bien, et c'est d'autant plus important qu'un pape le dit, parce que c'est un pape au cours du 16e, 17e siècle. Il faudrait que je refasse mes recherches, je suis désolé, je ne me rappelle pas de quel pape, mais c'est un pape qui a un peu officialisé l'approche coloniale en disant que puisqu'il ne croyait pas en Dieu, les Européens pouvaient facilement arriver dans un nouveau territoire et en prendre possession parce que les autres ne croyaient pas en Dieu, donc c'était pas grave, tandis que ceux qui croyaient en Dieu allaient installer une civilisation. Et bon, c'est dégueulasse de parler de ça en ces termes-là aujourd'hui. Donc là, que le pape actuel dise que
on doit parler d'égal à égal avec les peuples autochtones, ben ça montre qu'ils ont toute une valeur sur leur territoire traditionnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ici, au Canada, il y a des réserves autochtones. Et dans ces réserves, les communautés autochtones peuvent s'autogérer sur ce territoire-là. Il n'y a presque pas d'influence venant du gouvernement fédéral. Donc là, est-ce que le pape est en train de dire que s'il y a un développement qui se fait sur la réserve, il faut les impliquer? Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Le pape est en train de dire que sur tout le territoire traditionnel, la montagne là-bas, le ruisseau qui est par là, la vallée, la rivière, la prairie, donc pas seulement dans la réserve, mais tout au-delà, les Premières Nations ont des récits, ont des histoires, des légendes, ils ont une relation à tout ce territoire. Donc, lorsqu'on va faire un développement important, comme construire un oléoduc, comme changer le cours d'une rivière, comme dévisager une colline, une montagne pour pouvoir aller extraire des ressources, lorsqu'on pose ces gestes-là majeurs, on est en train d'aussi toucher à l'identité même des Premières Nations. Ils s'identifient à ce territoire-là. Et là, on le change. Donc, ils doivent devenir des interlocuteurs. Bon, selon mes dernières informations, la rivière La Romaine, il y a un nombre de centrales hydroélectriques qui ont été construites et ça a été fait dans toutes les étapes du processus en accord et en dialogue avec les Premières Nations, avec de belles retombées économiques pour elles. On a d'une certaine manière réparé les erreurs du passé parce que à la baie James, il y avait d'autres centrales électriques qui ont été faites qui n'ont pas été en tout respect des Premières Nations. Mais là, cette fois-ci, ça a été fait différemment et mieux, et j'espère que ça servira d'exemple pour le peuple, pour une relation plus juste avec les Premières Nations. Et la quatrième préoccupation canadienne, c'est celle de la croissance, parce que le Canada, faisant partie d'un des pays du G8, et donc un des pays les plus riches au monde per capita, est obsédé par la croissance. Et des gens comme moi qui ont été agents de pastoral pendant longtemps, avec des salaires plutôt petits, puis que là, on regardait les riches, puis le monde économique, puis on se dit « Ah, c'est à cause d'eux autres, puis ils sont obsédés de la croissance, puis tout ça. » Mais peu importe le salaire que je faisais, je mettais quand même de l'argent dans mes REER. Et ça, c'est de l'argent mis de côté pour ma retraite. Donc, je m'attends à ce que l'argent que j'ai mis va continuer à croître. Donc, dans le fond, moi aussi, j'espère aussi la croissance. Et là, le pape nous déstabilise avec ce passage. Nous devons nous convaincre que ralentir un rythme déterminé de production et de consommation peut donner lieu à d'autres formes de progrès et de développement. Donc, il y a des gens qui parlent d'un mouvement de décroissance. Bon, j'ai un peu de la difficulté avec cette expression-là parce que moi, mes enfants sont en train de croître, ma famille est en train de croître, mon jardin, mon potager chez moi est en train de croître. Donc, pour moi, quand je vois la nature, je vois de la croissance, mais je vois de la croissance dans un équilibre. Une croissance dans un respect des limites autour. Et je pense que le pape peut-être peut suggérer la décroissance ici. Dans certains cas, on pourrait souhaiter la décroissance, mais dans d'autres, je pense qu'il faut simplement pas avoir
une pensée là, magique d'un rythme effréné de croissance, une croissance infinie. Non. Il faut ralentir le rythme déterminé de production et de consommation. On peut ralentir la croissance. Aller vers une certaine simplicité. Par exemple, saviez-vous qu'on peut couper une forêt d'une certaine manière, 3% des arbres sur une superficie, et la forêt va se régénérer d'elle-même, avec toute la diversité qu'elle a. Ce sera même bénéfique à certains égards parce que elle va pouvoir être replantée avec sa propre diversité, avec les propres semences qui sont là. Et ça ne détruit pas tout l'habitat de la faune. Et on n'a même pas besoin d'investir du temps et de l'argent pour replanter. Et c'est la même chose pour toutes sortes de phénomènes dans la nature. Il faut juste respecter le rythme d'auto de la régénération. Donc, le pape François, dans Laudato Si, nous éveille à 4 préoccupations qui sont canadiennes, mais qui peuvent rejoindre d'autres. Et c'est très parlant et j'espère que ça pourra inspirer notre éthique environnementale dans les années à venir.